Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être ici avec vous pour 1h30. Euh, bon, la RTBF, c'est 5 chaînes de radio, 3 chaînes de télévision, c'est à l'écran, 3, voilà. Donc, il faut savoir que c'est une entreprise intégrée, totalement intégrée. Donc, radio-télévision belge de la communauté française de Belgique, c'est notre terminologie. Nous sommes un organisme, le statut c'est entreprise culturelle autonome. Ça veut dire que nous avons une autonomie éditoriale totale, même si nous sommes financés à 72% par une dotation publique qui est allouée par le budget de l'État à la communauté française. Et nous sommes historiquement les pionniers de la radio. S'entend la radio en 1914, première émission, et les pionniers de la télévision, première émission en Belgique en 1960. Aujourd'hui, nous avons 5 chaînes de radio, vous les connaissez, 3 chaînes de télévision. Nous sommes depuis 2010 leaders en radio en termes de groupe, et nous sommes numéro 2 avec des parts de marché que vous avez ici à l'écran de 22,1% en télé et de 36,2% en radio. Vous savez comment on mesure les audiences en radio et en télé? Ça vous intéresse? Alors, je vais être court parce que, mais c'est simplement, souvent on parle d'audience, mais je suppose que mes collègues, notamment du privé, vont certainement parler de ces audiences. Donc, alors, en télévision, donc tout se fait toujours sur un échantillon de la population qui est redressé pour être représentatif de toutes les composantes du public, l'âge, le sexe, les catégories socio-professionnelles, les lieux géographiques. Donc il y a toute une série de critères. On fait un échantillon et on regarde ou on questionne les gens sur leurs habitudes de consommation média. Alors en télévision, c'est plus évolué qu'en radio, parce que l'économie de la télévision est plus riche que la radio, donc elle peut se payer des outils de mesure plus fins. En télévision, donc, on choisit en Belgique à peu près 1000 ménages. La télévision se mesure par ménage, qui sont un échantillon de 1000 ménages, qui reçoit une boîte noire qu'ils mettent sous leur téléviseur et qui enregistre toutes les secondes la consommation du poste qui est observé. Et pendant la nuit, toutes ces informations sont délivrées à des ordinateurs qui délivrent alors aux chaînes de télévision leurs audiences de la veille, ce qui permet aux télévisions de fanfaronner le matin ou d'être toutes dépitées quand les audiences n'ont pas marché. C'est comme ça. En radio, c'est beaucoup plus primitif. Alors, on prend plus d'individus pour la Belgique, c'est 8000. Donc là, c'est un énorme échantillon. Et on demande à ces personnes, ce sont des individus, c'est plus des ménages, on leur demande de remplir ce qu'on appelle un carnet d'écoute. C'est un peu archaïque. C'est un petit carnet où jour par jour, pendant une semaine, en fait c'est du samedi au dimanche, donc c'est une semaine et un week-end en plus, de compléter leur écoute quart d'heure par quart d'heure. Et puis quand ils ont rempli, ils renvoient le carnet, ils peuvent le faire aussi par Internet, online. Il n'y a personne qui a jamais été sondé ici. Et puis ça repart à l'Institut et qui délivre des audiences 3 fois par an. Voilà, donc en télé tous les jours, en radio 3 fois par an. Autre différence, en radio, on considère, c'est comme ça, que les personnes sondées ont 12 ans minimum et plus. En télévision, la boîte noire permet de considérer les enfants aussi, donc on commence à 4 ans. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails, comment est-ce qu'on sait que c'est un enfant, un parent ou un chien, on le sait, mais c'est comme ça. Alors, un petit coricoco que j'aime bien, évidemment, hein, c'est la progression de la part d'audience, donc la part de marché, c'est-à-dire le nombre d'auditeurs multiplié par la durée d'écoute qui fait le poids de chacune des stations. Ben voilà, nos 5 chaînes. Quand Jean-Paul Philippot, c'est un nom qui vous dit quelque chose, c'est notre grand patron. C'est le grand patron de la RTBF. Il est arrivé en 2002 dans une RTBF qui n'était pas en très bonne santé, était au bord de la cessation de paiement. C'était un peu après la faillite de la Sabena. Et les audiences étaient plutôt en berne. Et puis voilà, il est arrivé en 2002, il y avait à l'époque, il y avait 2 systèmes de mesure, celui des privés, celui du public, la RTBF. Et dans celui de la RTBF, on avait au mieux 25% de part de marché, dans celui des privés, on avait 19%. Et puis vous voyez, à partir de quelques années plus tard, les progressions qui ont été faites. Et aujourd'hui, ben, voilà, depuis 2013, 2014, 2015, on a chaque fois
engendré un nouveau record et nous sommes aujourd'hui, depuis 2010, le groupe leader en Belgique francophone avec 5 chaînes, il est vrai. Mon collègue, il a 2 chaînes, mais à l'époque, c'était lui le leader. Et nous rassemblons 1 841 000 auditeurs belges francophones en moyenne par semaine, ce qui représente plus de la moitié d'un auditeur, donc des gens qui écoutent la radio. Il y a 54% qui nous écoutent. Donc c'est une belle performance de la RTBF. Et on est dans la moyenne des services publics de notre association internationale de l'UER. En général, les pays du Nord sont plus attachés, les citoyens des pays du Nord sont plus attachés à leurs services publics. On a des services publics en Suède qui atteignent les 80% de part de marché, versus les pays du Sud où les services publics sont moins performants ou recueillent moins de suffrages auprès du public. La RAI en Italie fait à peu près 5% de part de marché. La moyenne européenne est de 36-37%, donc on est en plein dedans. On était en dessous avant. Alors, ça c'est Cocorico RTBF. Et puis maintenant, je vais vous montrer plutôt des slides sur le média radio. Je vais d'abord un peu vous inquiéter. Vous avez dit, oulala, mais que c'est que ça pour un média? C'est la réalité de l'évolution des tendances qui nous affectent. Et puis vous verrez comment le secteur, comment nous réagissons, comment on se réinvente et quelles sont aussi les bonnes nouvelles. Alors, on commence par les mauvaises nouvelles. Alors, si on regarde le média radio, toute radio confondue, la petite radio locale, comme la grande radio privée, comme le service public, vous voyez ici, année par année, dans cet outil de mesure radio qui s'appelle le SIM Radio, étude SIM Radio. SIM, c'est le Centre d'information des médias, qui fait toutes les études médias en Belgique. Vous voyez que nous sommes passés en 2006 de 76% de la population qui déclarait écouter la radio chaque jour, en moyenne. Donc c'est un mass média qui recueille, qui est consommé par plus de 3/4 de la population tous les jours, en 2006. Et aujourd'hui, nous avons fait une baisse en 2015, l'année passée, à 69%. Ça veut dire qu'on a perdu 7 points de part de pourcent de la population en 9 ans, en 7 ans, en 9 ans, pardon. Oui, hein, de 2006 à 2015, et ce qui fait une érosion de 1%. C'est faible, mais c'est une tendance. Donc, il y a un petit peu moins de gens qu'avant qui écoutent le média radio quand on regarde le comportement dans la population. Ça va? Ça suit? N'hésitez pas. Hein. Alors, même chose, on mesure le nombre d'individus qui écoutent la radio, et puis, pendant combien de temps ils écoutent la radio? Il est clair que quelqu'un qui écoute une émission ou une chaîne de radio pendant 4 heures par jour aura dans la part de marché un poids plus important que quelqu'un qui écoute pendant 10 minutes. Et donc, la durée d'écoute est un indicateur du succès des radios et aussi du succès du média auprès de la population. La radio est un média important qui se consomme plus de 3 heures par jour. 231 minutes en 2006, 3h30 par jour. Donc c'est un média qui ça peut vous paraître beaucoup, mais faites le compte des sessions d'écoute bout à bout entre ce qu'on écoute au saut du lit, dans sa cuisine, dans sa salle de bain, en voiture, au boulot, etc. le soir. C'est un média qui est lourdement consommé. Et on a aussi perdu, 22 minutes en 9 ans, ce qui fait une érosion de 1% par an aussi. Voilà, donc c'est une légère érosion du média radio. Ça, c'est pour le passé. Alors, l'UER, donc cet organisme, fait des études, des recherches. Et ça, on vient de le recevoir, c'est Perspective 2017, en termes de consommation média. Vous avez les projections qui sont faites pour 2017 qui expriment une érosion de la télé et de la radio de 2% et une explosion d'Internet de 20%. Et donc, en fait, l'explosion, hein, nous sommes tous vous avez tous un smartphone, j'imagine, ou au moins un PC. Il y a une explosion de la consommation Internet, il ne faut plus l'expliquer. Vous êtes ce qu'on appelle des digital natives, donc vous êtes nés avec, à la différence à ma grande différence. Et en fait, c'est de la difficulté que nous avons tous, les radios, les télévisions,
c'est que nous sommes confrontés, quand vous voyez ça, à une érosion du média historique, que ce soit la radio ou la télévision, mais c'est une érosion qui n'est pas un changement radical. Vous voyez ici la presse moins 7, j'ai pas montré la presse, mais la presse a déjà perdu 20 à 30% de son lectorat. Et elle va continuer à perdre plus fort que la radio ou la télévision. Là, c'est des catastrophes. Et là, il y a des décisions à prendre, de reconversion complète, et bon, c'est pas l'objet de ce soir. Pour la radio ou la télévision, c'est différent parce qu'en fait, on a toujours aujourd'hui une légitimité et du succès en radio et en télévision, avec une érosion certes, mais on reste des acteurs, le média, pardon, un média extrêmement de masse, qui réunit tous les jours énormément d'individus, et en même temps, on doit être dans Internet. Parce qu'on voit bien que l'avenir, il est là, et que si nous ne réinvestissons pas des énergies, des contenus dans Internet, eh bien, nous serons comme, vous connaissez Vlan, hein, Vlan-Liège, vous connaissez? Je ne sais pas si vous vous rappelez, non, vous êtes trop jeune pour ça. Moi, j'ai bien connu ça, j'ai travaillé dans le groupe. Vlan est un taux de boîte qui a eu un succès incroyable, s'est développé dans toute la partie francophone de Belgique. C'était la référence des petites annonces. Et à la fin des années 90, c'était tellement puissant que quand on voulait louer un appartement, acheter une maison, acheter une voiture, on devait se précipiter à 7 heures du matin chez son libraire et on achetait une édition payante qui s'appelait Vent Plus. Vlan faisait payer aux annonceurs de petites annonces un supplément pour être dans Vent Plus, pour être plus vite vendu et donc trouver plus vite quelque chose. Et c'était la référence. Aujourd'hui, vous achetez une maison, enfin vous louez une maison, vous allez où? imoweb.be, acheter une voiture, scoot.be. Vlan a raté complètement son virage numérique. Le patron de Vlan que je connais, qui est maintenant quasi à la retraite, semi-active, il me dit, j'ai quand même raté quelque chose. Vous savez comment il appelait Internet à l'époque? Il appelait ça Interclet. Il n'y croyait pas. Ouais, ça va jamais marcher, c'est un truc de... Il a raté complètement le virage. Il était le roi des petites annonces. Et aujourd'hui, Vlan, c'est une petite feuille de chou qui essaie de survivre avec des annonces commerciales. Alors qu'à l'époque, ils étaient très très riches. 1 milliard de francs belges de bénéfices, ça ne vous parle pas, par an, pour le groupe Rossel. Et donc, c'est la difficulté que nous avons. Parce que sur Internet, j'ai un slide qui... Regardez. Ça, c'est la consommation des sites Internet des médias. Alors, vous voyez, il y a un plateau là, où nous sommes ici. Nous sommes ici avec tous les médias de la RTBF. Radio, télé, site info, tous nos sites. On est là. RTL est là, vous voyez, voilà, ils font -1, on fait +3 par rapport à l'année précédente. La DH est là. Donc, vous voyez, le soir est ici. Il y a comme un plateau, on va dire, des grands médias traditionnels. On est là. Et là, c'est 7 sur 7 qui est une émanation du groupe flamand Slash qui est là. Ici, la Libre Belgique. Puis il y a Sud Presse qui est un petit cran au-dessus, la VRT qui est au-dessus, mais qui travaille sur une population plus grande que nous. Hein. Vous avez le plus grand site média en Belgique, flamand, c'est Atlas News, qui est ici, et puis vous avez Google. On est des nains. On est des nains. Mais on ose, et donc, aux grands, on leur dit « fuck you ». Ça ne se voit pas, mais c'est ça qu'il y a sur le slide. Voilà. Donc on a des ambitions, mais on ne peut pas rester comme ça. Parce que si nous restons comme ça, et si nous ne réagissons pas, et si nous passons pas notre virage, nous faisons pas notre virage numérique, eh bien, un jour, il y aura Google, Facebook, YouTube, Amazon, et enfin les GAFA, qui seront dominants, et puis il n'y aura plus rien au niveau local. Et on va disparaître. Pas dans 5 ans, peut-être pas dans 10 ans. Mais mes successeurs, je ne sais pas ce qu'ils feront. Voilà, donc vous voyez un petit peu planter le décor. C'est médias radio, comme la télévision, est encore un mass média important, en légère érosion, mais qui doit en même temps gérer l'acquis historique et en même temps réussir le virage numérique. Alors ça, c'est un slide, juste, c'est la première fois à la RTBF sur notre consommation web, que en janvier, nous sommes passés à plus de 50% de consommation mobile. Voilà. Avant, c'était
la consommation fixe en Internet était dominante, on est passé au mobile. Donc il y a une évolution très très forte de la consommation en mobile. On ne va pas faire là-dessus, mais c'est pour vous dire. Alors ici, on vous a mis sur... c'est le même genre de slide que la fois passée, c'est la consommation du reach, qu'on appelle le reach, donc l'audience de la radio et de la télévision. Vous avez en rouge, en pointillé, la radio, en bleu, la télévision, sur la population de 25 ans et plus. Et vous retrouvez l'érosion dont je vous ai parlé. Et vous voyez aussi que le succès auprès de la population, en mettant les deux études à égalité, je ne rentre pas dans le traitement qui a été fait pour avoir ce graphique, est le même. Donc radio et télévision sont à peu près autant consommés chez les 25+. Maintenant, regardons un petit peu chez vous, les 15-25. Regardez. Voilà. Alors, en très plein, cette fois-ci, en rouge, la radio, et puis la télévision. Il y a encore des gens chez vous, dans votre tranche d'âge, qui regardent la télévision? Ben, ça quand même... vous voyez la différence entre les aînés de plus de 25 ans, qui sont très accros de télé, qui restent bien dessus. Vous voyez que la radio fait plutôt de la résistance chez vous, dans votre tranche d'âge. Hein, on résiste pas mal. Donc là, il y a une différence entre la radio et la télé. C'est que la radio résiste beaucoup mieux à l'évolution de consommation des médias auprès des jeunes, votre tranche de la population. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la radio versus pour la télévision. Alors, en fait, ici, on a mis deux colonnes. La consommation de la radio. On est ici uniquement radio chez les 15-24, à gauche, et sur l'ensemble de la population, 12 ans et plus, qu'on mesure dans le sondage. Et en fait, alors, weekly reach, vous parlez tous anglais aujourd'hui, hein, donc c'est le reach, l'audience hebdomadaire, au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, il y a 83% de la population qui a écouté au moins une fois la radio. OK ? Sur les 15-24, c'est 84,4. La différence, c'est l'étude. Statistiquement, il n'y a pas de différence. Ça veut dire qu'au bout d'une semaine, il y a autant de jeunes de votre âge qui ont écouté la radio que les aînés, de l'ensemble de la population. Par contre, c'était le chiffre que je vous avais montré tout à l'heure, c'était le pourcentage exprimé d'auditeurs par jour. Hein, on retrouve le 69% dont je vous ai parlé tout à l'heure. OK? Ça va? Chez les jeunes, on l'a vu tout à l'heure, ça tombe. Donc, on peut dire que la radio est autant écoutée dans votre tranche d'âge, mais moins souvent. Vous venez apparemment, d'après cette étude, autant par semaine, mais moins, peut-être pas tous les jours, comparé aux autres. Et puis surtout, moins longtemps, parce que c'est une baisse de durée d'écoute très très forte. Voilà. La population écoute 145 minutes versus 86. Donc grosse différence à ce niveau-là. Ça, c'est des indicateurs qui montrent que, à l'intérieur de l'évolution du média, il faut faire très attention à votre tranche d'âge vous êtes tombé dedans, hein, comme Obélix, vous êtes tombé dans Internet, dans le digital, et vous avez donc des comportements différents de la population de plus de 25 ans et des plus de 35 ans qui sont très très accros de radio et de télévision. Alors, autre bonne nouvelle, donc vous avez vu, la radio résiste mieux auprès des jeunes. Autre bonne nouvelle, c'est il y a des études qui sont faites régulièrement pour questionner la population sur leur degré de confiance dans les médias. Pas un secret qu'on dit toujours que les médias sont en crise et en perte de confiance du public. Eh bien, dans toutes les études qui ont été faites dans le monde, la radio est toujours le média qui est considéré comme le plus crédible. Voilà, vous avez ici le chiffre, c'est petit, hein, mais donc vous avez 58% de la population qui considère en 2014 que la radio est un média plutôt crédible, versus 33% qui disent qu'ils n'ont plutôt pas confiance et 9% qui ne savent pas. À l'opposé, vous avez les réseaux sociaux, tout en bas, où il y a 21% de confiance et 54% de pas de confiance. Donc, le succès des réseaux sociaux, tout le monde y va, j'y vais tous les jours, vous y allez tous les jours, mais la crédibilité qu'on leur donne n'a rien à voir avec ce qu'on donne avec un média comme la radio.
Et si on regarde auprès des jeunes, et en Belgique, ça c'est une étude européenne avec je ne sais plus combien de pays, vous avez sur l'Europe 28 les chiffres en bas, et la Belgique, ben, vous voyez que, voilà, sur les jeunes, donc les gens de votre catégorie d'âge, la radio est un média extrêmement crédible, puisqu'il est même un peu meilleur que l'ensemble de la population, et on reste numéro un. Ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est que, en résumé par rapport à ce qu'on vient de dire là, c'est qu'il y a des évolutions, mais que globalement, la radio reste un grand média, qui est crédible pour la population, y compris pour les jeunes, qui le consomment apparemment toujours autant chaque semaine, mais moins souvent à l'intérieur de la semaine et moins longtemps. Alors, ici, c'est une autre information, donc on sort un peu sur des audiences. En fait, comment les gens consomment la radio? Sur quel terminal? Qu'est-ce que vous avez comme terminal? Vous avez déjà compté le nombre de radios de terminaux radio que vous avez? Vous savez combien il y en a par ménage, en moyenne? Combien d'outils permettant de recevoir la radio? Alors, si on élimine le smartphone et le PC, et qu'on considère uniquement les outils qui ont été construits pour recevoir exclusivement la radio, rien que la radio, donc les postes de radio, c'est 6, quelque chose. Entre 6 et 7 par ménage. Il y en a beaucoup. C'est énorme. Y compris l'autoradio. Moyenne de la population. Probablement que dans votre tranche d'âge, c'est un peu moins parce que vous êtes plutôt smartphone. Mais regardez ici, c'est toute la population. Alors, on a ici, à gauche, les récepteurs historiques, c'est-à-dire le poste de radio qui est symbolisé là, ici, l'autoradio. Vous voyez que c'est stable. Donc, il y a toujours... Là, le chiffre, c'est les auditeurs qui déclarent avoir écouté à un moment ou l'autre la radio sur une des plateformes. Ben, il y a, quand on pose la question aux gens, bon, vous avez consommé la radio où? Ben, il y a 95% des gens qui vous disent, vous voyez que c'est stable, qui disent essentiellement sur un poste traditionnel ou un autoradio. Et puis vous voyez la télévision qui augmente fameusement, parce qu'on consomme la radio à la télévision historiquement, parce qu'on avait une prise, on pouvait aller écouter la FM, maintenant ça c'est fini. Tous les telcos comme vous ou Proximus distribuent des canaux radio. Et puis parce que nous, radio, que ce soit RTL ou nous à l'RTBF, on a investi la télévision du matin. On va y revenir, vous avez déjà eu des explications là-dessus. L'ordinateur fixe, et puis la dernière plateforme, c'est la mobile, GSM, tablette, et l'MP3. Mais l'MP3, c'est le programme qu'on télécharge et qu'on écoute sur son iPod. Voilà. Alors, si on regarde les postes de radio à gauche, là, le grand bâtonnet, c'est analogique. Parce que c'est quoi? C'est la FM. La radio numérique sur un poste, ça existe, mais c'est uniquement pour des initiés comme moi et quelques-uns. C'est en test. Et dans la voiture, c'est aussi quasi exclusivement analogique. Tandis que tout le reste à droite, on peut dire que c'est numérique. Le téléviseur, il y a quelques personnes qui ont encore, je crois, un raccordement analogique, mais c'est en voie de disparition, c'est numérique. L'ordi et les mobiles, c'est évidemment numérique. Et quand on agrège tout ça, c'est pas accumulable puisque, enfin ça c'est des statistiques, mais les gens peuvent dire qu'ils écoutent là, mais là aussi, là aussi, là aussi. Donc quand on duplicite, on a 40% des gens qui disent qu'ils consomment un de ces terminaux numériques, et on a 96% des gens qui restent sur les plateformes analogiques, qu'est l'AFM en fait. L'AM, voilà. Et donc, on a là aussi un sacré défi, c'est qu'on sait qu'on doit faire une migration numérique, parce que l'AFM n'a pas d'avenir, on peut en parler si vous voulez, elle va disparaître, et donc on doit assurer cette conversion. Alors, c'est le même graphique pour la partie gauche. La partie droite, on a splitté le poste de radio traditionnel et l'autoradio. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que si la moyenne des deux est stable, très très haute, on a une érosion de la consommation sur le poste de radio traditionnel, une augmentation de l'autoradio. Vraisemblablement liée à quoi, après vous? Une petite explication toute simple, non? En tous les cas, sur la progression de l'autoradio. Bah oui. Bah oui. Voilà. Malgré les voitures connectées qui permettent de faire autre chose, ça reste encore marginal. La radio est de plus en plus un média extrêmement performant et qui accompagne les gens dans la voiture.
Alors, ça c'était pour un peu dresser le tableau un peu alarmant à certains égards, un petit peu plutôt rassurant, il me semble, hein, à d'autres égards, du média radio. Ok. Alors, face à ça, quel est notre... le thème, c'est la radio se réinvente. Ah, elle doit se réinventer parce qu'elle a encore de belles heures de gloire, elle est encore très très performante, mais on sent bien qu'il y a des tendances nouvelles qui se créent. Il faut y répondre. Alors, on a, bon, c'est un petit peu du marketing, mais on a inventé un concept qu'on appelle la smart radio, la radio intelligente, qui est un concept en 4 axes pour assurer avec succès la migration numérique du média radio, qui, comme vous l'avez vu, est aujourd'hui extrêmement encore sur l'analogique. Alors, quels sont ces 4 axes? D'abord, c'est remplacer l'AFM progressivement par du numérique terrestre hertzien. Vous connaissez la TNT, ça vous dit ça? Si vous allez en vacances en France, vous regardez les chaînes françaises, ils vous parlent de TNT, télévision numérique terrestre. En fait, c'est un réseau d'émetteurs qui couvre la France et qui assure la diffusion hertzienne, donc par les ondes, et pas par le câble, pas par la DSL de la télévision en France. En Belgique, ça existe aussi. La RTBF l'assure, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en télévision, la consommation en Belgique est essentiellement sur le câble ou la DSL. Et elle est très très marginalement hertzienne. En radio, elle est aujourd'hui, vous avez vu, 95%, c'est hertzien FM. Donc c'est remplacer la FM par du broadcast numérique. Ah, l'ordre n'est pas bon, j'aurais dû d'abord montrer le rouge. Sur le online, sur votre smartphone, on doit exister, on doit être plus performant. On a pris 2 initiatives pour le online. La combinaison du broadcast. Broadcast, ça vous dit quelque chose? Quand je vous dis broadcast, c'est un mot anglais qui veut dire radiodiffusion. Et c'est le mot qui exprime la diffusion massive d'un seul programme à un nombre important d'individus de manière simultanée. C'est ce que permet de faire la FM notamment, le DAB+, la TNT aussi. Tout ça, c'est du broadcast. Le online, ben, ça implique une connexion IP, hein, Internet Protocol, et donc une connexion à un Internet Service Provider, Proximus, Base, Mobistar, pour avoir une connexion. Et puis dernière chose, c'est la radio et la télévision, la radio visuelle, pour lequel, qui représente un avenir pour la radio numérique, puisque la télévision ou la radio visuelle implique le numérique. Voilà donc 4 axes pour assurer en quelques années, les années qui viennent maintenant, avec un coup d'envoi qui se fait progressivement, qui va s'accélérer en 2017, c'est une stratégie qu'on a partagée avec d'autres radios. Donc ce n'est pas, c'est pas un copyright RTBF. On a partagé ça avec le groupe RTL, avec Énergie, au niveau international également. Voilà comment nous envisageons cette migration. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 4 axes? Je vais les développer, hein, mais est-ce que vous comprenez un peu les différences entre les 4? Oui? Ça va? Alors, on a appelé ça Smart Radio. Alors, c'est quoi? Alors, c'est 2 choses. D'abord, la première chose, le premier concept, c'est que la radio, pour vous, je ne sais pas qu'est-ce que ça symbolise pour vous. La radio, c'est quoi? C'est du son ou c'est plus que du son? Oui, mais un accompagnement sonore? Sonore, oui. Oui, oui, bien sûr. Mais vous avez la référence auquel tout le monde pense, qui est la radio, c'est du son, et un poste de radio, il n'y a pas d'écran, et on écoute du son. Vous avez raison. La seule chose, c'est que si vous regardez votre environnement, le mien, voilà, tous, notre environnement, il a changé. Aujourd'hui, on est avec des écrans. J'en ai un qui est là sur ma table, j'en ai un qui est là, j'en ai un qui est là. Je monte dans ma voiture pour repartir. J'en ai un qui s'affiche où j'ai tout, GPS, enfin, tout ce qu'on veut. Je rentre chez moi, j'aurai mon PC, ma tablette et j'aurai un écran de télévision et dans la chambre en haut un autre. On est envahi d'écrans. Et
les objets de consommation média sans écran sont en train d'être marginalisés. Et donc le problème de la radio, son défi, c'est d'être plus que du son. Mais on doit rester du son, parce que comme vous le dites, comme tu le dis, ça restera pendant longtemps encore un média sonore d'accompagnement. Mais, comme il sera de plus en plus consommé sur des terminaux dotés d'un écran, on ne peut plus être uniquement sonore. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, vous avez peut-être encore connu ça, quand on allait parfois sur un site internet d'une radio, ou sur un radio player, il y avait parfois juste en texte le nom de la chaîne, et puis c'est tout. Et puis c'est un écran noir. Pas très sexy, hein. Quand vous allez sur YouTube, vous avez autre chose, quoi. Donc on a un problème d'existence, existentielle, un problème d'existence du média radio dans cette quantité impressionnante d'images, de textes qui sont débités sur les écrans. Donc en fait, la Smart Radio, en termes de contenu d'abord, et puis en termes de distribution après, la Smart Radio, c'est une couche multimédia à plusieurs niveaux, avec ce qui restera de notre priorité pendant encore très longtemps, c'est le son, comme tu le disais. C'est-à-dire l'audio reste notre priorité, mais comme je le disais, sans autre chose, on n'ira pas loin. Et c'est quoi? Il y a deux grands niveaux. Il y a l'interactivité. La radio, elle a toujours été interactive, hein. Quand la radio a commencé, au siècle dernier, les gens écrivaient et demandaient des disques demandés par la poste. J'ai connu ça au début. Et puis il y a eu le téléphone, et puis il y a eu les SMS, et puis il y a eu Internet. Et donc la radio d'office est devenue de plus en plus interactive. Et elle est devenue tellement interactive que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, elle est devenue sociale et collaborative. Donc vous pouvez influencer, c'est pas encore le cas, mais de plus en plus vous pourrez influencer vous-même le contenu, pousser du contenu. Et ce qu'on observe, je vais y revenir, c'est qu'il y a une grande tendance qui est en train de parcourir le monde en termes de consommation média, c'est la personnalisation. Oh, ce n'est pas avoir un bel écran avec en couleur le logo qu'on a envie et le fond et la couleur qu'on préfère. C'est personnaliser les contenus en fonction de ce qu'on veut. Et ça, c'est la manière dont on voit la Smart Radio. En plus du son, il faudra être complètement personnalisable. Et puis, il y a tout ce qui est l'enrichissement qui viendra de l'image et qui viendra de ce que nous appelons les métadonnées, donc des données que nous ajoutons au contenu sonore, qui peuvent être le titre de l'émission, le nom du présentateur, le nom de l'invité, le titre du disque qui passe, le nom du groupe ou de l'artiste, l'année de sortie, enfin, plein de choses. Donc c'est un enrichissement qui est indispensable. Avant, la FM en fait ne permet que de faire le son. Qu'est-ce que vous allez vous avez un peu d'affichage, vous avez le nom de la radio en lettres alphanumériques, hein, c'est très sexy. Et parfois, sur des postes un peu plus évolués, vous avez ce qu'on appelle le radiotexte qui débite le titre en cours. Et c'est tout. C'est très très basique. C'est pas suffisant. Et ça, c'est une des causes pour laquelle la FM ne pourra pas survivre, c'est qu'elle ne parvient pas à offrir tout ça. C'est pas suffisant. On a besoin de beaucoup plus pour le succès de la radio. Ok, ça c'est pour le contenu. Le concept de Smart Radio, c'est du son enrichi de l'image, du texte, des métadonnées, et avec lesquels les auditeurs ou les utilisateurs, comme on dit de plus en plus, pourront intervenir. Ça va? Ok? Alors, sur la manière dont on voit la distribution numérique de la radio, ça c'est un autre graphe. Donc, aujourd'hui, elle est quasi monoplateforme. Alors, vous avez vu, ça monte avec les autres plateformes, mais c'est FM d'abord. Alors, ça va être beaucoup plus... voilà. Alors, aujourd'hui, je devais mettre la FM. La FM, aujourd'hui, c'est le même graphe, mais va jusque-là, quoi. Et il y a un petit espace pour les autres. On pense que... Ça c'est le broadcast, mais qui est analogique. OK, ça va? Ça, c'est le broadcast numérique. On pense qu'il va exister, qu'il va faire plus de la moitié de la consommation de la radio, mais il ne va plus faire comme la FM autant. Tout ceci, c'est le reste. C'est-à-dire, hop, voilà. Donc là, le DAB qui sera reçu sur un poste de radio, une autoradio, je vais y revenir, qui sera reçu sur votre smartphone,
sur une tablette. Et puis vous avez tout le monde du Internet. On va y revenir. Voilà, ça c'est votre univers. Et la télévision. Et l'association des deux, c'est l'hybride. Voilà, c'est un peu technologique, hein, ça. C'est un peu moins facile que les contenus avant. Voilà comment on voit l'évolution de la distribution numérique de la radio, du broadcast sur toute une série de terminaux, le pur online, Internet, la combinaison des deux. Ça, c'est vraiment l'avenir, hein, c'est l'hybridation des deux. C'est la force du système DAB+, et les avantages d'Internet. Aujourd'hui, eux ne sont que là. Hein, même mon smartphone je suis toujours sur le dernier truc le mieux pour la radio, il est là. Je vais en parler. Dans quelques mois, vous pourrez acheter un smartphone qui sera là. Alors effectivement, il devrait être là. Bonne remarque. Vous suivez, c'est bien. Ça va? C'est bon. Si je vous endors, faut le dire. Alors, on passe maintenant les 4 axes en revue, si vous voulez. Et puis, je ralentis ou j'accélère. Allez, ok. Alors, ici, il y a 2 slides. Non. En fait, c'est quoi? Parce qu'une des questions souvent qu'on a quand je suis un peu un évangéliste comme ça du digital numérique, et on nous dit parfois, mais attendez, pourquoi est-ce que vous vous entêtez à vouloir remplacer la FM? La FM va mourir, oui, vous avez raison, tout le monde est d'accord avec ça. Et puis, Internet va tout prendre petit à petit. Et en fait, ici, c'est un graphe qui explique un peu pourquoi on n'est vraiment pas pour ce modèle-là, vu du point de vue des auditeurs, vu du point de vue, notre point de vue, MNO, c'est Mobile Network Operator, ça c'est comme Proximus, et aussi pour la société en général. On ne va pas pouvoir tout développer parce que c'est long, mais juste quelques trucs. La radio, c'est une source d'information, une source de divertissement, une source de culture. Quand elle passe en numérique ou en FM, on y a accès gratuitement. Il ne faut pas d'abonnement, il ne faut rien payer. Vous prenez quand vous voulez, vous achetez quand vous voulez, ça ne coûte rien, c'est gratuit. C'est disponible partout. La FM est un peu vieillotte et ça craque, mais c'est quand même gratuit partout. Et le DAB+, ça sera meilleur. Pas besoin de connexion, pas besoin d'abonnement. C'est anonyme. Je ne sais pas savoir ce que vous avez écouté. Dans certains régimes, ça peut être important. Chez nous, on s'en fout, mais la vie privée peut avoir de l'importance. Pour nous, c'est d'abord un coût fixe, qu'il y ait 0 auditeur ou qu'il y ait 2 millions d'auditeurs, nous, c'est le même prix. C'est nos émetteurs qui fonctionnent. Si on compare à la 4G et la 4G évoluée qu'est la LTE, il y a un 5G qui arrive, le numérique hertzien, c'est 40 fois moins cher pour nous que ça. Donc on n'a vraiment pas intérêt à tout passer par Internet. Entre vous et nous éditeurs de programmes, vous consommateurs, il n'y a pas d'intermédiaire dans le monde FM ou broadcast, enfin le modèle broadcast, tandis que sinon il y a un interlocuteur qui est le service Internet Service Provider, le fournisseur Internet, cas de concurrence limitée, versus Internet 50 000 radios. Distribution améliorée pour tous les acteurs parce que l'outil est plus performant, meilleure couverture. On contribue à désaturer les réseaux IP parce que en Norvège, il y a un opérateur qui a fait une campagne de sensibilisation à ses clients pour leur expliquer comment programmer les smartphones pour éviter que, vous savez que votre smartphone est tout le temps connecté, il parle tout le temps, il consomme tout le temps. Et parfois, il y a des grosses blagues. Ils disent coupez vos data. S'il vous plaît, coupez quand vous ne l'utilisez pas. Parce que ce sont des tuyaux, hein, les fréquences mobiles de Proximus, de Base ou de Mobistar, c'est des fréquences. Ils ont une fréquence pour tout le pays. Mais ce sont des tuyaux qui atteignent leur capacité limite du fait de la consommation de vidéo essentiellement. Et donc, quand on passe par du broadcast, on évite de saturer ces réseaux, donc on contribue à les désaturer. En Angleterre, à Londres, il y a une étude qui a été faite par un organisme indépendant
pour l'Ofcom, le régulateur des médias et des télécoms, en disant, avec les investissements qui sont faits aujourd'hui, avec la progression de consommation vidéo et data en général, on va vers un blackout Internet. On va vers des ruptures, tellement ça explose et que l'infrastructure ne peut pas suivre. Et donc, la radio est un moyen d'éviter cette saturation si on garde une audience significative sur le modèle broadcast. OK. Pour la société, ben, bon, c'est plus facile de réguler des opérateurs de broadcast que des players Internet venant des îles Caïmans. C'est caricature, ça favorise le local. En cas de résistance, en cas de catastrophe, ici, à Bruxelles, quand il y a eu les attentats il y a 3 semaines, on ne parvenait plus à communiquer à Bruxelles. On ne parvenait plus. Proximus était saturé. Ou les autorités publiques le rendent, comme il y a eu le service d'urgence qui est tombé en panne, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Astrid, ils ont probablement demandé à Proximus des capacités prioritaires. On ne parvenait plus à communiquer. La radio, on était toujours là. Si on était passé par ces réseaux-là, ben, on n'aurait pu avoir accès à la radio. Donc en cas de problème, c'est mieux. Voilà, bon, il y a d'autres avantages. Le DAB+, en tant que tel, c'est surtout un meilleur confort d'écoute, peu de brouillage, voilà, j'ai dans ma voiture, c'est un plaisir d'écouter ça, tandis qu'en FM, passer d'une usine à l'autre, c'est vraiment un problème. Il y a plus de spectre, donc plus de capacité. On travaille sur un plan que le gouvernement devrait adopter prochainement. On va doubler la capacité du nombre de radios disponibles. C'est meilleur pour l'environnement puisque ça consomme 7 fois moins d'électricité, moins de radiation nocive pour l'homme, moins de pylônes. C'est plus économique pour nous, je l'ai dit, versus l'IP versus la FM, c'est 4 à 6 fois moins cher. C'est plus démocratique parce que c'est la même couverture pour toutes les radios, donc c'est plus équitable. Ça permet de diffuser des données associées, des images, pas des images de la vidéo, des images fixes. La photo de l'animateur, la photo de l'artiste, la photo de l'invité, du texte, des infos qui tombent comme sur Internet. J'ai ça dans ma voiture, c'est fabuleux. On le teste pour le moment. Voilà. Et il y a de plus en plus de pays, qui l'ont adopté. Et l'année prochaine, il y aura un premier pays au monde qui va arrêter la FM complètement. Donc ils vont couper les émetteurs FM. Il n'y aura plus de FM. C'est le premier d'une série. Nous, ça arrivera dans la prochaine décennie, peut-être 2025, je ne sais pas. Mais le premier pays au monde, c'est la Norvège, qui a tout un plan d'extinction de l'FM entre le 22 janvier ou le 12 janvier 2017 et fin 2017. Ça, c'était pour le broadcast numérique, DAB+. Deuxième axe, le online. Là, on a fait 2 initiatives. Une initiative conjointe avec mes collègues, avec RTL notamment. On a, au lieu d'avoir chacun notre site internet avec notre player propre, on a décidé de se mettre ensemble sur un seul player et d'essayer d'agréger un maximum de radios belges francophones reconnues. Le concept vient d'Angleterre. C'est les Anglais c'est une initiative conjointe de la BBC et des deux privés anglais. Et là, toutes les radios sont regroupées il y a 400 radios. Nous, on a une 60aine de flux pour le moment. C'est pas tout le monde, mais c'est quand même la plupart des opérateurs. Et en fait, si vous allez sur un site de la RTBF et que vous écoutez une de nos radios, en un clic, vous pouvez passer sur Bel RTL. Et sur Bel RTL, vous pouvez faire la même chose. Quel est l'avantage pour nous de ce concept? C'est qu'avant, quelqu'un qui voulait passer de Vivacité ou de la première à Bel RTL, il était obligé de quitter notre site, d'aller sur un autre environnement, et puis d'aller sur l'environnement d'RTL. Avec quoi comme risque? C'est que sur ce chemin-là, il tombe sur autre chose, qui ne soit pas de la radio. Alors on préfère que quelqu'un passe d'une radio publique, privée, locale, peu importe. C'est un concept industriel, c'est qu'on préfère que les gens restent dans l'univers de la radio et qu'on se fasse concurrence. Bah, on a autant de chance statistiquement que quelqu'un qui va chez eux vienne chez nous et vice-versa. On accepte ça. Plutôt qu'être dans un petit endroit fermé, rien que pour nous, et que pour aller dans le magasin à côté, il faille quitter la route, quoi, entre guillemets. En fait, on reproduit sur Internet le concept du récepteur unique. Hein. Si vous allez en FM, vous passez
du 103.6 au 103.2, vous avez la concurrence, quoi. Voilà, c'est comme ça. On fait la même chose sur Internet. Regardez ce que ça a eu comme impact pour nous, RTBF. Vous avez ici la courbe d'évolution dans le temps depuis avant le lancement. Le lancement, on l'a fait ici. Voilà. Alors bon, Internet est en croissance, mais et ça c'est le creux de l'été. Chaque fois, vous voyez, ça baisse de consommation pendant l'été. Et puis vous voyez, on a entre le dernier quadrimestre 2013 et le dernier quadrimestre 2015, on a une progression de 27%, et on pense que ceci a joué beaucoup. Voilà. Donc, et les autres aussi. C'est pas rien que pour nous. Voilà. On favorise tout ce qui est possible comme possibilité de toucher les gens. Et donc, on favorise aussi le online. Il n'y a pas que le DAB+, c'est ça aussi. Alors ici, je vous ai mis, parce que ça, je crois que personne ne vous en a parlé, pour la RTBF, le nombre d'auditeurs par jour en ligne. Tout en haut, vous avez le nombre d'auditeurs déclarés dans l'étude SIM, c'est-à-dire toutes plateformes confondues. Voilà. Et ici, vous avez l'audience en streaming. C'est peu, hein, parce que voilà, Classique 21, c'est 313 000 auditeurs par jour, versus 8 300 en online. Donc aujourd'hui, c'est encore marginal. Ça, c'est la famille Classique 21, je puis dire. Classique 21, on a une chaîne, on dit premium, historique, c'est la chaîne que vous pouvez écouter à FM. Et puis, on a constitué un petit portefeuille de web radio sur Internet. On en a 6 pour le moment. Et l'année prochaine, si on se revoit, on en aura peut-être 2 ou 3 de plus. Vous voyez ce que fait la chaîne premium. À gauche, c'est l'année 2014. À droite, c'est l'année 2015. C'est pas indiqué, mais c'est ça. Ah oui, voilà, ici, vous l'avez ici. Et ça, ce que font aussi ici Web Radio. Alors, les Web Radio, je sais que mon collègue, et on en parle parfois d'RTL, il dit moi, j'y crois pas à ça. Si vous parlez à Marc Vossem, qui est le patron de Radio Nostalgie et de Énergie, il va dire ah, c'est génial, moi j'y crois. Alors, chez nous, ce n'est que de la musique. Ouais. C'est des flux musicaux thématiques. C'est quoi? C'est Classique 21 60s, 70s, 80s, une chaîne métal, enfin un canal métal et un canal soul. Voilà. Ça fait quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Et ça contribue, vous voyez, à l'audience de Classique 21. Alors, Pure FM, c'est un peu plus proche de vous normalement, elle a une chaîne, une web radio, c'est Pure 2. Ben, vous voyez qu'elle fait 624 auditeurs par jour, c'est vraiment pas beaucoup, versus 10 fois plus en streaming et versus 174 000 au total. Etc., etc. Vous avez ça pour toutes les radios. Ça vous donne un peu un ordre de grandeur qui vous situe un peu l'audience globale du média radio, de chacune des chaînes, pardon, versus la manière dont ils sont consommés sur Internet et ce que font les radios secondaires web. Ok? Pas vous embêter plus avec ça. Alors, autre initiative qui a été prise, qui a été rendue publique aujourd'hui, on a lancé à la RTBF une plateforme qui s'appelle RTBF Audio Vidéo. Pourquoi? Parce que c'est une grande tendance à la consommation à la demande. On a une baisse progressive de la consommation des médias linéaires, radio et télé. C'est les graphes que vous avez vus. Par contre, on a une consommation, je vais vous montrer un slide, de plus en plus grande à la demande. Et on a décidé de rassembler sur une plateforme ergonomique, facile d'accès, en 3 clics, on trouve le contenu qu'on a besoin, qui s'appelle RTBF Audio Vidéo. Pourquoi Audio Vidéo. Okay. Voilà, ici, en toute transparence, comment se consomment nos contenus entre le début de l'année 2014, l'année avant, et ici, le début de cette année-ci. Okay. Ici, c'est le podcast. Donc, c'est le téléchargement du fichier, comme sur iTunes pour un titre de musique. Ici, c'est ce qu'on appelle la ROD, c'est-à-dire la Radio on Demand. Donc, c'est la radio à la demande, mais sans téléchargement. Donc, c'est en streaming, qui est faible. Et puis, vous avez l'explosion de la vidéo à la demande, parce qu'on fait de plus en plus en radio de vidéos qu'on met sur Internet.
Voilà, Jérôme de Warzé sur Vivacité le matin fait partie de nos grands succès. Et puis vous voyez ce que ça fait. Rien que l'RTBF radio, en termes de fichiers consommés par mois. Voilà, 1,2 million avec une croissance importante. Donc ça, c'est une nouvelle tendance de la radio, et c'est pour ça qu'on a fait RTBF Ovio, pour rassembler toute la richesse des contenus de la RTBF radio, télé, sur une seule plateforme. Ici, vous avez les séquences. Vous avez un top 10 au mois de janvier-avril 2016, donc ici, avec, ça c'est podcast, ça c'est ROD, et ça c'est VOD. Vous voyez que c'est complètement différent, donc voilà, Cactus dans le Waterzoo, Jérôme de Warzé, je vous en parlais, mais il est numéro 1 en vidéo à la demande. Par contre, ici, c'est des séquences des journaux parlés qui sont les premiers consommés. Vous avez 5 heures de cinéma de Rudy Lyonnais et Hugues Deuilly qui sont là. Ben voilà, vous avez un petit panel des émissions, des séquences. Alors, la radio hybride, ben voilà, donc LG, qui est le 3e producteur mondial après Apple et Samsung de smartphones, sort, ils ont fait l'annonce à Paris il y a un mois, et donc ils vont sortir en Europe le premier smartphone, c'est le Stylus 2, il ressemble à ça, qui sera équipé d'un décodeur DAB+, qui permettra de faire l'hybridation, la consommation de la radio soit en DAB+, soit en IP, avec une application qui sera normalement native, donc qui sera construite à la base, et qui sera un récepteur hybride, pays par pays. On travaille avec eux pour l'organiser pour la Belgique. Ça, c'est une révolution, puisque c'est la première fois au monde qu'un constructeur met ça sur le marché. Donc, c'est la possibilité de consommer Internet, la radio sans Internet sur un smartphone, sans consommer sa connexion Internet. Et puis, je terminerai par deux slides de Cocorico. Je crois que c'est Christophe Grandjean qui est venu vous parler de l'expérience assez incroyable, au-delà de toutes nos espérances qu'on a fait en termes de radio à la télévision, en s'équipant de ce qu'on appelle le studio média, puisqu'il est à la fois radio et à la fois télé, et on y fait tous les matins entre 6h et 11h une expérience conduite exclusivement par les gens de la radio, par les équipes de la radio, et qui, du point de vue d'un utilisateur radio, il n'y a rien qu'à changer, rien n'a été perdu, ça reste du bon son avec une bonne émission, enfin on peut ne pas aimer, mais je veux dire c'est professionnellement bien fait, et pour un téléspectateur, c'est, vous allez le dire d'ailleurs, ouais, non non, c'est parce que je pensais que vous vouliez prendre la parole. C'est une bonne expérience de télévision. D'accord? Alors, regardez ce que ça fait dans les chiffres. D'abord, Pure Vision. J'ai vu que on diffuse Pure Vision ici à l'entrée, donc je suis très, très content. Alors, Pure Vision, donc ça, je vais revenir sur Vivacité tout à l'heure. Comment? C'est en permanence, c'est très très bien. Je reviendrai plus souvent. Donc, Pure Vision, c'est diffusé sur le web et sur un canal sur vous, sur Proximus, etc. Regardez ce que ça fait. Ça, c'est la consommation audio de Pure FM, en gris, ici en dessous, depuis août 2013, avant le lancement de Pure Vision. En fait, c'est resté stable, une petite progression globale, mais c'est resté stable. Donc, il y a toujours autant de gens qui consomment Pure FM en streaming audio, pure audio. Et puis, on a rajouté Pure Vision en blanc. Ben, vous voyez qu'on a quasi doublé la consommation de Pure FM en streaming. Parce que c'est des images de studio et des clips vidéo. Et donc, on peut croire que la vidéo kills the radio stars, non, puisque la vidéo est venue en plus, sans toucher à l'audio. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut accumuler toutes ces stratégies, parce qu'elles sont porteuses, puisque là, on a on a amélioré la performance de Pure FM en se dotant d'une couche supplémentaire, sans préjudice à l'audio. OK? Ça va? L'expérience de Vivacité sur la une, je ne sais pas si vous avez eu ce chiffre, bon, c'est les audiences. Regardez comment se situait la une télé de la RTBF en
en dernier quadrimestre 2014. RTL TVI dominait entre 6h et 11h du matin. 16% et demi, puis il y avait France 2, et puis il y avait la 1. Et puis on a pris un an plus tard, avec le 6-8 de Sarah de Padua et le 8-9 et le 9-11 de Benjamin Maréchal. Voilà, on a doublé l'audience. Et aujourd'hui, le mois dernier, au mois de mars, on était à 26,2% de part de marché. Là. Donc ça continue à croître. Succès total. Passer de la première à la troisième place en 4 mois et doubler la part de marché, ça s'observe très 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 rarement. Et regardez en radio. Pour de nouveau vidéo quiz de Radio Star, non. En radio, sur cette même période, la même créneau horaire entre 6h et 11h en 2014, dernier quadrimestre, Contact était numéro 1, suivi de Bel RTL, suivi de Vivacité, numéro 3. Un an plus tard, quand on a fait cette opération, Vivacité numéro 1, et on est passé de 16 à 18,3% de part de marché. Démonstration qu'une stratégie en plusieurs axes, on continue à faire de la bonne audio, la bonne radio, et qu'on enrichit avec une couche supplémentaire qui est ici la vidéo, eh bien, au total, ce n'est pas une substitution qu'on fait, mais c'est une accumulation avec un succès sur la plateforme télé et un succès sur la plateforme radio. Voilà. Bien, merci beaucoup. Ouais, énormément de choses. Bon, moi, la parole est à vous. Hein. Des questions, des commentaires. On a un gros quart d'heure. Vas-y. Alors, ça dépend de ce que chaque éditeur décidera de faire. En fait, pour le moment, la législation, c'est on nous octroie des fréquences. Et on a une fréquence FM à Liège, et etc., etc. Et on a ça, et là, on peut émettre que ce programme-là. Avec le numérique, on ne recevra plus de fréquence, on recevra une capacité en kilobits par seconde sur un réseau DAB+. Et puis on fait ce qu'on y veut. Donc nous aurons une capacité, et puis on y mettra nos 5 chaînes premium historiques, que vous connaissez tous et toutes, et puis on verra ce qu'on y mettra. On y mettra des nouveaux canaux. Et c'est à nous à faire des arbitrages, si on veut y mettre Pure 2, ou si on préfère y mettre autre chose. Ça sera notre liberté éditoriale de choisir. Oui, il y aura des nouvelles radios, sûrement. Oui. L'idée derrière tout ça, pourquoi pas tous les acteurs, mais la plupart des acteurs soutiennent cette démarche, parce qu'on est conscient qu'en FM, on ne peut plus rien apporter de neuf. On peut l'apporter que sur Internet. Mais sur Internet, il y a les problèmes d'Internet, les défauts d'Internet que j'ai expliqués par rapport aux avantages du broadcast. Et donc, ce qu'il faut, c'est renforcer l'offre broadcast. La FM, elle ne pourra pas. C'est fini. Il n'y a plus de place, c'est saturé, c'est même trop. C'est trop saturé. C'est pour ça que la diffusion n'est pas toujours bonne. Et donc, il faut trouver un autre concept où il y a plus de place. Là, on a travaillé avec RTBF, avec certains collègues, et on a proposé un plan où on passe à 24 radios audibles partout, au moins. Faites le tour en FM, combien de radios vous pouvez écouter correctement? C'est une dizaine. Hein. Correctement, je parle correctement. Donc on va doubler l'offre, et il y a suffisamment de spectre que pour encore refaire un double. Après, il faut que l'économie suive. Donc il y a beaucoup plus de place. Alors je sais que dans tous les pays qui passent au DAB+, il y a de l'inquiétude au niveau des radios locales, des petites radios locales. Alors la réponse par rapport à ça, elle est double. La première, c'est qu'on ira probablement vers... En Norvège, par exemple, il y a l'extinction de l'FM, avec quelques petites exceptions pour ceux de petites radios plutôt rurales, en dehors des villes, qui n'ont pas les moyens de se passer la transition numérique et qui pourront rester 50 plus en FM. Donc, et comme les récepteurs sont FM, ils existent, donc ils ne sont pas prêts à disparaître. Ils ont un peu plus de temps pour s'adapter. Deuxième chose, nous misons sur une technologie broadcast professionnelle. Voilà, investissement total pour l'ensemble des radios, c'est 12 à 13 millions d'euros, donc c'est costaud. Pour les radios locales, il existe des solutions open source
low cost à portée d'investissement de l'ordre de 5 à 6 000 euros. Ça reste beaucoup pour une petite radio locale, mais ça change complètement d'échelle. Et je pense que du côté du gouvernement, il y aura une aide pour la transition numérique pour les petites radios locales associatives non commerciales, pour assurer, voilà, c'est dans l'air, la législation a changé, le fonds d'aide à la création radiophonique peut être aussi utilisé pour aider à la transition numérique, alors qu'au début, il ne faisait pas. La législation a changé il y a quelques années pour faire ça notamment, pour accompagner. Donc il y aura une forme d'aide des pouvoirs publics pour accompagner. Et ce qui compte, c'est que les grandes radios fassent le pas, assurent la promotion de la migration, et les autres pourront suivre plus tard. Mais il faut enclencher la machine. Et ça, c'est les gros poids lourds qui doivent le faire, parce que eux ont la capacité, nous avons la capacité médiatique. On a prévu de faire une grosse promotion de la migration numérique. Alors, oui et non. Je dirais non d'abord, parce que encore pendant de belles années, la radio linéaire d'accompagnement, essentiellement sonore, va encore bien vivre. Et il faut continuer à assurer cette mission-là. Mais dans ce contexte-là, pour expliquer le oui, il faudra changer. La première chose qui change, c'est la méthode de fabrication. Pourquoi? Parce que si on regarde quelques années en arrière, avant que nous ayons en radio les outils numériques de montage du son, ça n'existait pas, c'est arrivé à la RTBF au début du siècle. Et avant, c'était des bandes magnétiques. Tout ça se faisait sur des bandes magnétiques, des grandes, des plus petites pour les reportages à l'extérieur. Et il fallait couper, et il y avait des monteurs. Certains le faisaient eux-mêmes, d'autres faisaient faire ça par des techniciens. Ce boulot-là a disparu. En télé, ça existe encore, il va aussi disparaître, ce boulot-là. Donc la prise en main de la compétence de production autonome des journalistes va être de plus en plus grande. Elle est déjà forte en radio, elle le sera encore plus. Et ce qu'il faut, c'est quoi? Des outils qui suivent, qui soient extrêmement ergonomiques, et des formations le cas échéant. Mais les journalistes seront de plus en plus autonomes. Donc il y aura une compétence psychomotrice quasiment, qui est quasi innée chez vous. Parce que vous, faire du montage audio, montage photo, tout ça, vous faites sur vos réseaux sociaux, vous jouez avec ça, vous êtes né dedans. C'est moins évident pour notre génération. Pour la mienne en tous les cas. Mais je m'y suis mis, moi, je dois montrer l'exemple. Donc, on voit maintenant les jeunes recrues qu'on a, on leur demande de faire ça. La polyvalence devient quelque chose avec les outils. Quand on est quasi né dedans, elle est innée. Alors sur l'éditorial, alors là, je dirais que c'est des questions qu'on se pose. C'est, est-ce que demain, enfin, dans 10 ans, est-ce que les gens vont encore, peut déjà vous poser la question à vous, le matin, qu'est-ce que vous faites quand vous vous levez? Première chose que vous faites, c'est quoi? Moi, ce qu'on faisait, première chose, c'est d'ailleurs pas moi qui le faisais, c'était mon autoradio, boum, alarme clock, hop, en avant, snooze, et hop, c'était parti, quoi. Et c'était la radio qui nous réveillait, vous, c'est votre smartphone qui vous réveille. Et moi, je suis comme ça aussi, hein, maintenant, parce que avant que je fasse le saut pour aller à la salle de bain, j'ai déjà regardé ce qu'il y avait sur Twitter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut encore exister dans 10, 15, 20 ans, on doit s'adapter à ça. Ça veut dire que probablement, moi je vois un peu à côté. Alors la force de la radio, c'est cet accompagnement, cette magie qui existe, qui fait qu'on est partout et qu'à un moment donné, on peut avoir le meilleur Spotify, le meilleur Deezer avec sa playlist qu'il faut quand on aime en fonction de son humeur. Ça ne parle pas et ça ne parle pas de sa vie quotidienne et locale. Donc il y aura quand même cette force de la radio. Mais par ailleurs, probablement que dans quelques années, nos contenus audio-vidéo, ils devront être disponibles à la demande. Et le matin, on constituera son journal un petit peu comme on lit Twitter.
Le- on a eu un futurologue qui est venu à un séminaire de cadre de la RTBF et qui est venu avec un nouvel outil dont j'oublie le nom. Certains le connaissaient. Ça n'existe pas, c'est pas encore commercialisé chez nous. C'est une tour interactive à qui on parle avec une colonne son intégrée. Vous connaissez? Ah bon? Donc, dans une petite tour, c'est un haut-parleur, quoi. C'est un haut-parleur avec un micro et il commande, ce truc fait tout. Et alors on dit, je sais plus comment il l'appelait. C'est un peu comment ça s'appelle ici? C'est un peu Siri. Mais c'était, je sais plus, on lui donne le nom qu'on veut, on peut changer. Donc là, c'était Alexandra, je crois, il avait appelé. Et il dit, Alexandra, donne-moi la météo. Et hop, il y avait un bulletin météo. Et c'est un Américain. Et il était connecté sur la NPR. Donc là, ce qui est l'équivalent du service public aux États-Unis. Et on se dit, on a intérêt à prendre des bons accords, hein, pour que nos contenus, et ça pourrait être, je suis dans ma salle de bain, ben, Alexandra, dis-moi un peu quoi le sport, le foot. Et hop, et on a intérêt à ce que ce soit les billets sportifs de l'université. Oui, non, mais le journal plus. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le journal? Tu vas dire, je veux la bourse. Ouais. Donc la consommation va changer, mais en même temps, il faudra toujours faire des bons sujets, il faudra toujours faire, et pour nous, au service public, la curation, l'éditorialisation, le regard, le recul, l'indépendance éditoriale, tout ça sont des valeurs qui sont très très importantes, qui elles ne doivent pas changer. Mais la rapidité et le mode de livraison de nos contenus va changer complètement. Donc on doit être extrêmement performant, on doit garder le cap sur l'éditorial, on doit devenir plus souple, plus polyvalent au niveau des équipes de production, et en même temps on doit devenir des espèces de technologues extrêmement intelligents, capables d'imaginer des plateformes de distribution et capables de nouer des accords avec les bons acteurs pour que nos consommations soient utilisées, nos produits soient utilisés. Voilà. C'est complexe, c'est vraiment de content is king, hein, donc c'est clair. Mais aujourd'hui, la technologie prend beaucoup plus d'importance. Avant, c'était simple, hein. C'était des ondes moyennes. Un émetteur, toute la Belgique, simple. Puis la FM, c'est déjà plus compliqué. On a dû inventer le RDS, etc., pour que ça fonctionne. Puis maintenant, il y a Internet. C'est de plus en plus compliqué, il faut de plus en plus de technologie. Donc il faut être bon dans le contenu, il faut être très bon dans la technologie aussi.